Chapitre 5. La triche. Allez, sauve-toi, Bella, suggéra Mike. Le visage de biais, il ne me regardait pas vraiment. Je me demandais combien de temps il m'avait ainsi observé sans que je m'en aperçusse. C'était un après-midi tranquille au magasin. À cet instant, il n'y avait que 2 clients, des accros à la randonnée, d'après leur conversation. Mike avait consacré la dernière heure à leur exposer le pour et le contre de différentes marques de sacs à dos légers. Ils avaient cependant décidé de marquer une pause dans leur marchandage et s'octroyer une petite récréation, se racontant leurs dernières aventures, histoire de voir lequel surpassait l'autre. Mike en avait profité pour s'échapper. « Ça ne m'ennuie pas de rester, » répondis-je. Je n'étais toujours pas parvenu à réintégrer ma carapace de torpeur. Et tout me paraissait étrangement trop proche et trop bruyant ce jour-là. Comme si j'avais ôté du coton de mes oreilles. J'essayais d'oublier les rires des randonneurs. En vain. Croyez-moi, pérorait le plus trapu. Un type dont la barbe orange jurait avec les cheveux noirs. J'ai approché des grizzlies dans le parc naturel de Yellowstone, et il n'arrivait pas à la cheville de ce monstre. Sa tignasse sale et l'état de ses vêtements indiquaient qu'il rentrait tout juste d'expédition. Mon œil, les ours bruns ne sont jamais aussi gros que vos grizzlies devaient être des bébés. Son interlocuteur était grand et mince, le visage si tanné par le soleil et le vent que sa peau ridée semblait de cuir. « Sérieux, Bella, dès que ces deux-là s'en vont, je ferme la boutique, » murmura Mike. « Si tu insistes, cédai-je en haussant les épaules. »« À 4 pattes, il était plus grand que vous, » s'entêta le barbu tandis que je rassemblais mes affaires. « Gros comme une maison et noir comme la suie. J'ai la bonne intention d'alerter les gardes forestiers du coin. Il faut avertir les gens, parce que figurez-vous, ce n'était pas en montagne, mais à quelques mètres du sentier. » L'autre s'esclaffa et leva les yeux au ciel. « Laissez-moi deviner, vous rentrez en ville, non? Vous n'avez pas fait de vrai repas, ni dormi confortablement depuis une bonne semaine, hein? »« Hé, Mike !» appela le costaud en regardant de notre côté. « À lundi, marmonnai-je. »« Oui, monsieur ?» lança Mike en se dirigeant vers eux. « Dis-moi, mon gars, il y a eu des alertes à l'ours brun ces derniers temps par ici? » ?»« Non, monsieur, mais il est recommandé de garder ses distances et d'emballer soigneusement ses provisions. Vous avez vu nos toutes nouvelles boîtes hermétiques? Elles ne pèsent qu'1 kilo. » Les portes automatiques glissèrent et je courus vers ma camionnette. Courbée en deux sous la pluie, dont les gouttes extraordinairement sonores elles aussi, martelaient la capuche de mon imperméable. Bientôt cependant, le rugissement du moteur étouffa tous les autres bruits. Je n'avais pas envie de regarder la maison vide. La nuit avait été d'une violence singulière et je n'étais guère tentée de retourner sur mon lieu de torture. La souffrance avait beau avoir assez diminué pour que je m'endorme, la crise n'était pas terminée. Comme je l'avais confié à Jessica après le film, il n'y avait aucun risque que j'échappe au cauchemar. Ces derniers étaient récurrents, désormais. Enfin, ce dernier, car c'était toujours le même. On aurait pu s'attendre à ce que je m'en lasse, au bout de tant de mois, ou à ce que je m'immunise. Malheureusement, il ne manquait jamais de me terrifier, et il ne s'achevait que lorsque je me réveillais en criant. Charlie ne prenait plus la peine de vérifier qu'aucun intrus n'était entré en train de m'étrangler, il s'était habitué. Ce mauvais rêve n'aurait sûrement effrayé personne d'autre, d'ailleurs. Nulle créature ne bondissait dans mon dos en beuglant « Ouh !» Aucun zombie, aucun fantôme, aucun psychopathe ne l'hantait. Il ne s'y passait pas grand-chose en vérité. Rien même. C'était juste le labyrinthe infini des arbres moussus. Si tranquille que le silence provoquait une pression gênante contre mes tympans. Il faisait sombre comme au crépuscule d'un jour couvert, avec juste assez de lumière pour constater qu'il n'y avait rien à voir. J'avançais dans le noir sans suivre le chemin, cherchant encore et encore, infatigablement de plus en plus frénétique au fur et à mesure que les heures s'écoulaient, m'efforçant d'accélérer le pas alors que la vitesse me rendait maladroite. Puis survenait l'instant. Je le sentais arriver, mais ne réussissais pas à me tirer du sommeil avant qu'il surgisse. Ou j'oubliais ce que je traquais. Je comprenais alors qu'il n'y avait rien à chercher, rien à trouver. Qu'il n'y avait jamais rien eu d'autre que ces boîtes désertes et mornes. Et qu'il n'y aurait jamais rien de plus pour moi. Rien, sinon le rien. En général, c'était là que je reprenais conscience en hurlant.
Je roulais donc au hasard des rues, me bornant à errer par toutes des routes de traverse désertes et mouillées, afin d'éviter de croiser celles qui me ramèneraient chez moi. De toute façon, je n'avais nul endroit où aller. J'aurais voulu me sentir de nouveau apathique, sauf que je ne me souvenais plus la façon dont je m'y étais prise. Le cauchemar masticoté m'incitait à tomber dans de douloureuses songeries. J'eus beau essayer d'oublier la forêt de mon rêve et secouer la tête dans tous les sens pour échapper aux images, mes yeux se remplirent de larmes et le chagrin repartit de plus belle, tapis près de la plaie béante qui déchirait ma poitrine. Autant une main du volant, je la plaquai sur mon cœur pour éviter d'exploser. Ce sera comme si je n'avais jamais existé. Les paroles résonnaient encore, dénuées de la clarté parfaite qui avait marqué mon hallucination de la veille. Elles n'étaient que des mots muets, comme ceux d'une page imprimée. Rien que des mots, mais ils creusaient la blessure, l'écartelaient. J'écrasai la pédale du frein, consciente qu'il était déraisonnable de conduire dans cet état, et m'affalai sur le volant, tâchant de respirer en dépit de mon impression d'être privé de poumons. Combien de temps cela allait-il durer? Peut-être qu'1 jour, dans des années, pour peu que le mal accepte de s'atténuer suffisamment et devienne supportable, je serai capable de regarder en arrière et de penser à ces quelques petits mois qui restera à jamais le plus beau de mon existence. Alors j'en étais certaine, je lui rendrai grâce du peu qu'il m'avait accordé, plus que j'avais demandé, plus que ce que j'avais mérité. Un jour peut-être, oui, j'arriverai à envisager les choses ainsi. Mais si la déchirure ne cicatrisait pas, si ses lèvres à vif ne se refermaient pas, si les dommages étaient permanents, irréversibles, je me serrai dans mes bras en proie au désespoir, comme si je n'avais jamais existé. Il m'a paru que j'avais prêté un serment impossible à respecter. Il pouvait bien voler mes photos et reprendre ses cadeaux. Cela ne remettait pas les compteurs à zéro, ni ne me ramenait pas à l'époque ayant précédé notre rencontre. L'épreuve physique constituait la variable la plus insignifiante de l'équation. Moi, en revanche, j'avais changé. Ma personnalité s'était modifiée au point d'en être méconnaissable. Même mon aspect extérieur n'était plus le même. Le teint jaunâtre, sauf là où le cauchemar me maquillait des cernes mauves. Les yeux sont tranchants suffisamment sur ma peau blême. Si j'avais été belle, on m'aurait de loin prise pour un vampire. Hélas, je n'étais pas belle, et mon allure évoquait sans doute plus un zombie. Comme s'il n'avait jamais existé. Quelle ânerie! C'était une promesse intenable, et qu'il avait trahi sitôt qu'il l'avait proférée. Je me frappais la tête contre le ventre pour tenter d'étouffer mon chagrin. J'avais été idiote en voulant être fidèle à la parole donnée. Quelle logique y avait-il à remplir sa part d'un accord, dès lors que celui d'en face l'avait d'ores et déjà violé? Qui se souciait que je sois téméraire ou stupide? Je n'avais aucune raison de fuir la témérité, aucune raison de m'interdire la stupidité. Le souffle court, je ris de moi-même. Téméraire à force. Voilà qui risquait de se révéler difficile. Ce soudain accès d'ironie grinçante m'apporta la distraction et avec elle un répit à ma douleur. Je respirai mieux et réussis à me rasseoir au fond de mon siège. Bien qu'il fît froid ce jour-là, j'avais le front perlé de sueur. Histoire de ne pas retomber dans mes souvenirs atroces, je me concentrai sur les possibilités de hardiesse qu'offrait Forks. Jouer les imprudentes dans une telle bourgade, elle exigeait pas mal d'ingéniosité. Plus que je n'en avais à disposition peut-être. J'avais très envie de trouver quelque chose pourtant. J'irais mieux, je le savais. Si je ne m'entêtais pas à respecter les termes du contrat toute seule de mon côté, et si à mon tour je me parjurais. Toutefois, comment allais-je me débrouiller pour tricher ici dans cette petite ville inoffensive? Certes, Forks n'avait pas été toujours aussi bénigne, même si désormais elle était exactement ce que son apparence laissait entendre. Un endroit rasoir et tranquille. Les yeux fixés sur le pare-brise, je réfléchis longuement, sans beaucoup progresser néanmoins. Mon esprit était léthargique et ne paraissait me mener nulle part. Coupant le moteur qui gémissait de façon pitoyable, après avoir tourné au ralenti aussi longtemps, je sortis dans la bruine. La pluie glacée, un bel orage se préparait, ne tarda pas à dégouliner de mes cheveux sur mes joues. Pareil des larmes d'eau douce. Cela m'éclaircit les idées. Battant des cils pour chasser les gouttes, je mis un moment à identifier l'endroit où je m'étais arrêté. Russell Avenue.
Ma Chevrolet bloquait l'allée des Chenets en face desquelles vivaient les Marx. La raison me dictait de reprendre le volant et de rentrer à la maison. Je n'aurais pas dû errer ainsi distrait dans un état second, véritable danger ambulant. De plus, quelqu'un allait finir par repérer mes divagations et par alerter Charlie. Je soufflai un bon coup et m'apprêtais à bouger quand un panneau, dans la cour des Marx, attira mon attention. Ce n'était qu'un grand morceau de carton appuyé contre la boîte aux lettres sur lequel on avait gribouillé en capitale au feutre noir. Parfois, on n'échappe pas à son destin. Était-ce une coïncidence? Un coup du sort? Aucune idée, mais il aurait été bête de croire à la fatalité de penser que les motos délabrées qui rouillaient devant la maison des Marx, à côté de l'annonce manuscrite qui disait « à vendre en l'état », avaient un but métaphysique quelconque, parce qu'elles se trouvaient juste à l'endroit où j'avais eu besoin qu'elles fussent. Bref, la destinée n'avait sans doute rien à voir là-dedans. C'était peut-être seulement qu'il existait des tas de moyens d'être téméraire. Et c'est que c'était que maintenant que celui-ci m'apparaissait. Téméraire et stupide, les termes préférés de mon père quand il s'agissait de qualifier les deux roues. Comparé à celui des flics des grandes villes, le travail de Charlie n'était pas très mouvementé. En revanche, il était souvent appelé par des accidents de la circulation, avec les kilomètres de 4 voies mouillées qui suintaient dans la forêt, en une succession de virages plus mortels les uns que les autres. Les interventions de ce genre n'étaient pas rares. Malgré les multiples camions chargés de troncs d'arbres qui fonçaient sur ces routes, la plupart des automobilistes s'en sortaient bien cependant. Les seules exceptions à la règle étaient les motards. Et Charlie n'avait que trop vu de victimes, presque toujours des jeunes répandus sur la chaussée. Avant mes 12 ans, il m'avait fait jurer de ne jamais accepter une balade sur un de ces engins. En dépit de mon jeune âge, je n'avais pas eu besoin d'y réfléchir à 2 fois pour accepter. Que pouvait-il d'ailleurs être assez dingue pour avoir envie de se promener en moto dans ces parages humides? Cela revenait sûrement à prendre un bain à 100 km/h. J'en avais fait des promesses dans ma vie. Soudain, le déclic se produisit. J'avais envie d'être stupide et téméraire. Je voulais trahir mes serments. Pourquoi s'arrêter à celui-là? Il n'en fallut pas plus pour me décider. Je m'approchai de la maison des Marx et sonnai. L'un des gars de la famille, le plus jeune qui était en seconde, ouvrit la porte. Son prénom m'échappa. Le sommet de sa tête blonde m'arrivait à peine aux épaules. Lui n'eut aucune difficulté à se souvenir de mon nom. Bella Swan s'étonna-t-il. Combien pour la moto haletai-je en désignant le pouce des épaves derrière moi. Tu rigoles? Non. Elle ne fonctionne pas. C'était quelque chose que j'avais deviné rien qu'en lisant le panneau. Combien? Répétai-je agacé. Si tu en veux vraiment une, serre-toi. Ma mère a obligé mon père à les flanquer là pour les éboueurs les ramassent avec le reste des poubelles. Jetant un nouveau coup d'œil aux machines, je constatai qu'elles étaient empilées sur un tas de mauvaises herbes et de branches mortes. Tu es sûr? Absolument. Tu préfères demander à ma mère? Non, je te crois. Tu as besoin d'aide, elles ne sont pas légères. D'accord, merci. Mais j'en ai besoin que d'une. Autant que tu prennes les deux. Comme ça, tu pourras utiliser les pièces de l'autre. Me suivant sous l'averse, il me donna du coup de main pour charger les motos à l'arrière de la camionnette. Il paraissait tellement pressé de s'en débarrasser que je ne discutais pas. Qu'est-ce que tu comptes en faire? S'enquit-il. Elle ne roule plus que depuis des années. Je haussai les épaules, j'avais agi sur un coup de tête. Mon plan n'était pas plus abouti. Je les porterai peut-être à Dowling. Ça risque de te coûter plus qu'à Neville, ricana-t-il. Il avait raison. John Dowling était connu pour être cher, sauf urgence. Les gens préféraient éviter son garage et aller à Port Angeles pour peu que leur voiture fût en état d'accomplir le trajet. Personnellement, j'avais eu de la chance. Quand Charlie m'avait offert mon antique Chevrolet, j'avais craint de ne pas être en mesure d'assumer son entretien. Sauf que je n'avais jamais eu de problème. Sinon que le moteur rugissait comme celui d'un char d'assaut et qu'elle ne dépassait pas les 90 km/h. Jacob Black l'avait drôlement bien bichonné, du temps qu'elle avait appartenu à son père Bill. Une fois encore, l'inspiration me frappa, comme l'éclair. Comparaison qui s'imposait fut la tournure prise par la vidéo. Tu sais quoi, dis-je? Ça va aller. Je connais quelqu'un qui retape des voitures. Génial! S'extasa-t-il. Il attendit sans cesser d'agiter la main et de sourire, et je me fus éloigné pour rentrer. Sympa ce môme. À présent, je savais où j'allais. Aussi, je ne perdis pas de temps, désireuse d'être à la maison avant que Charlie revienne. Même s'il y avait peu de chances qu'il terminât tôt sa journée.
Une fois chez nous, je me ruais sur le téléphone des clés, encore à la main. Le chef Swan, s'il vous plaît, demandai-je à l'adjoint qui décrocha. C'est Bella. Oh, salut Bella, me salua-t-il aimable. Ne quitte pas, je vais le chercher. Je patientai. Que t'est-il arrivé, Bella rugit mon père dès qu'il fut en ligne. Je ne peux donc pas t'appeler sans qu'il y ait une urgence? Il laissa s'écouler une minute avant de répondre. Ce serait bien la première fois. Alors, il y a une urgence? Non, je voulais juste que tu m'indiques le chemin pour aller chez les Blacks. Je ne suis pas sûre que de m'en souvenir. J'ai envie de rendre visite à Jacob. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Excellente idée, s'exclama Charlie d'une voix beaucoup plus joyeuse que soudain. Tu as un stylo? Le trajet se révéla d'une simplicité enfantine. J'annonçai que je serais de retour pour dîner malgré ses encouragements à ne pas me presser. Je devinai qu'il souhaitait me rejoindre à la Pouche, ce dont il n'était pas question. C'est donc avec un temps limité que je partis pour la réserve, roulant trop vite dans les rues assombries par la tempête. Je priai pour que Jacob fût seul. S'il apprenait ce que je manigançais, Billy moucharderait à coup sûr. Je m'inquiétais un peu de sa réaction quand il me verrait aussi. Il risquait d'être trop heureux. Pour lui, aucun doute, la situation s'était arrangée bien mieux qu'il n'aurait osé l'espérer. Son plaisir et son soulagement ne serviraient qu'à me rappeler celui que je ne supporterais pas de me remémorer. Pitié, pas aujourd'hui. J'étais claquée. La maison au rodin des Blacks m'était vaguement familière. Petite, percée de fenêtres étroites, couverte d'une peinture rouge fanée qui lui donnait des airs de grange miniature. Jacob me repéra avant même que je sois sortie de la camionnette. Le rugissement de mon moteur qu'il connaissait si bien l'avait sûrement averti de mon arrivée. Jacob avait été très content que Charlie achète la Chevrolet à son père pour me l'offrir, car ça lui épargnait de devoir la conduire quand il en aurait l'âge. Si j'aimais beaucoup ma voiture, lui semblait considérer sa lenteur comme un inconvénient majeur. Il vint à ma rencontre. « Bella !» s'écria-t-il. Un sourire épanoui fendit ses lèvres, ses dents blanches formant un contraste saisissant avec sa peau cuivrée. C'était la première fois que je le voyais avec les cheveux dénoués, et il tombait comme un rideau de satin noir autour de son large visage. Ces 8 derniers mois, il avait grandi, dépassant le stade où les muscles de la prime jeunesse durcissent, créant ces silhouettes charpentées et dégingandées propres aux adolescents. Les tendons et les veines de ses bras et de ses mains saillaient à présent. Ses traits aussi charmants qu'autrefois s'étaient également durcis, pommettes plus proéminentes, mâchoire plus carrée, effaçant les rondeurs de l'enfance. « Salut Jacob !» Son amabilité était contagieuse et je me rendis compte que j'étais heureuse de le voir, ce qui m'étonna. J'avais oublié à quel point je l'appréciais. Il s'était planté à quelques centimètres de moi et je fus obligée de lever la tête pour l'examiner. Autre sourire de stupéfaction. « Tu as encore poussé » l'accusai-je, ahuri tandis que la pluie dégouttait sur mes joues. Il rit, sa bouche s'étirant de façon presque impossible. 1,95 m, annonça-t-il, éminent satisfait. Sa voix était plus grave que celle feutrée dont j'avais gardé le souvenir. Et tu comptes t'arrêter où? Demandai-je en secouant le menton. Tu es un géant? Plutôt une asperge, grimaça-t-il. Entre, tu es en train de te faire tremper. Et il repartit vers la maison. Tout en marchant, il rassemblait ses cheveux entre ses immenses battoirs, tira un élastique de sa poche et se façonna une queue de cheval. Papa? Appela-t-il en se baissant pour franchir le seuil. Devine un peu qui est là. Installé dans son fauteuil roulant, Billy lisait dans le minuscule salon carré. En m'apercevant, il posa son livre sur son genou et vint à moi. Eh bien, tu parles d'une surprise, s'exclama-t-il. Content de te revoir, Bella. Nous échangeâmes une poignée de main, la mienne se perdant dans son énorme paume. Qu'est-ce qui t'amène ici? Charlie va bien? Très bien. Depuis tout ce temps, j'avais juste envie de renouer avec Jacob. Les yeux de celui-ci s'éclairèrent aussitôt. Son sourire était si large qu'il donnait l'impression de blesser ses joues. « Tu restes dîner ?» s'enquit Billy, ravi lui aussi. « Non, il faut que je rentre nourrir Charlie. »« Je peux l'appeler, tu sais qu'il est toujours invité chez nous. » Je m'esclaffai histoire de cacher mon embarras. « Ce n'est pas comme si je comptais ne jamais revenir, » protestai-je. « Je jure de multiplier mes visites au point que vous en aurez assez de moi. » Après tout, si Jacob parvenait à réparer la moto, il faudrait bien que quelqu'un m'apprenne à la conduire. Très bien, recula Billy amusé. Une prochaine fois alors. Alors, Bella, intervint Jacob, tu as envie de faire quelque chose de particulier? Non, rien de spécial. À quoi t'occupais-tu avant que je t'interrompe? J'étais étrangement à l'aise ici.
L'endroit était familier, de façon assez lointaine néanmoins. Il ne recelait aucune trace douloureuse d'un passé récent. Jacob hésita. J'allais juste commencer à bricoler ma voiture, mais on peut... Non, c'est parfait. J'adorerais que tu me la montres. Bon, acquiesça-t-il dubitatif. Elle est derrière dans le garage. Voilà qui était encore mieux, songeai-je. Un de ces jours, dis-je à Billy en sortant. Un épais bosquet d'arbres et de buissons séparait la maison du garage, lequel consistait en 2 abris de jardin préfabriqués que l'on avait vissés l'un à l'autre après avoir abattu les cloisons intérieures. Dedans, une auto reposait sur des parpaings. À moi, elle parut complète en tout cas. J'identifiai les cuissons ornant le calandre. Et qu'est-ce que c'est comme Volkswagen? Une vieille Golf de 1986. Un classique. Ça avance? J'ai presque fini, s'enthousiasma-t-il. Mon père a respecté sa parole du printemps dernier, ajouta-t-il en baissant d'un ton. Ah. Il sembla saisir mes réticences à aborder le sujet. Cependant, je m'efforçai de ne pas me laisser happer par le souvenir du bal de fin d'année qui s'était déroulé en mai. Jacob avait été corrompu par son père en échange d'argent et de pièces détachées pour sa voiture. Il avait joué les messagers auprès de moi. Billy m'avait prié de rester à bonne distance de la personne qui comptait le plus dans ma vie. Son inquiétude n'avait plus lieu d'être. Je ne risquais absolument plus rien désormais. Situation à laquelle j'avais la ferme intention de remédier toutefois. Tu t'y connais en moto, Jacob? Coup-ci, coup-ça. Mon pote Ambry a un trial. Il nous arrive de bricoler ensemble dessus. Pourquoi? Eh bien... Je me mordis les lèvres, songeuse. Je n'avais aucune garantie qu'il ne bavarderait pas à tort et à travers. En même temps, je n'avais guère de choix. J'ai mis la main sur 2 machines qui ne sont pas au meilleur de leur forme. Je me demandais si tu saurais les réparer. Cool, rigola-t-il, apparemment enchanté par le défi. Tu peux toujours essayer. Juste un truc, le prévinge, l'index-le. Charlie est contre ses engins. S'il l'apprenait, il mourrait sans doute d'un infarctus. Donc, pas un mot à Billy. T'inquiète, je comprends. Je te paierai. Tu débloques? S'offusqua-t-il. Ça me plaît de t'aider. Hors de question que tu débourses un seul dollar. Dans ce cas, je te propose un marché. Je n'ai besoin que d'une moto, ainsi que de leçons. Donc, je t'offre la deuxième, et toi, tu m'apprends à piloter l'autre. Génial, s'exclama-t-il en détachant les syllabes. Une minute. Tu as l'âge? C'est quand ton anniversaire? Tu l'as raté, railla-t-il. J'ai enfin eu 16 ans. Non que ça ne t'ait jamais empêché de conduire avant. Désolé d'avoir manqué l'événement. Pas de souci, je ne fais pas le tien non plus, hein. Tu en es à combien? 40? Pas loin, regrettai-je. On n'aura qu'à organiser une fête commune pour nous rattraper. Voilà qui ressemble à un rendez-vous. Le mot déclencha des étincelles dans ses prunelles. Il fallait que je calme ses ardeurs avant qu'il ne se fasse des idées. J'avais commis une erreur, seulement parce que je n'étais pas sentie aussi légère et pleine d'entrain depuis longtemps. La rareté de telles émotions en rendait le contrôle plus difficile. On verra quand les motos seront réparées, éludai-je. Un cadeau mutuel en quelque sorte. D'accord. Quand comptes-tu me les apporter? Elles sont dans la camionnette, avouai-je gêné. Il ne sembla pas se vexer. Super. Billy ne risque-t-il pas de les apercevoir? On va se débrouiller, répondit-il avec un clin d'œil complice. Nous fîmes le tour par l'est, utilisant l'abri des buissons quand nous étions visibles de la maison et affectant de nous promener. Jacob déchargea rapidement les machines et les roula l'une après l'autre jusqu'au bosquet, où je me cachai. Ça avait l'air facile alors que je les avais trouvées extrêmement lourdes. Elles ne sont pas en si mauvais état que ça, commenta-t-il, quand nous les poussâmes sous le couvert des arbres. Celle-là vaudra même quelque chose quand j'en aurai terminé avec elle. C'est une vieille Harley Sprint. Alors ça sera la tienne. Tu es sûre? Sûre et certaine. Par contre, on va devoir investir un peu, ajouta-t-il en examinant des bouts de métal noircis. Certaines pièces ont besoin d'être changées. Oh, rien du tout, objectai-je. Si tu bosses gratis, c'est moi qui paie le matériel. Je ne sais pas, j'ai des économies pour la fac. La fac, mon œil. De toute façon, je n'avais pas mis assez d'argent de côté pour aller où que ce soit. Et puis, je ne tenais pas du tout à quitter Forks. Quelle importance si je me tapais un peu dans ma cagnotte. Jacob hocha la tête, lui vernissait l'aiguille. Tandis que nous retournions en douce au garage,
Je m'avisai que j'avais de la chance. Seul un adolescent était susceptible d'accepter de tromper nos parents respectifs en piochant dans l'argent destiné à mes études pour mettre en état des engins dangereux. Jacob ne trouvait rien à redire à mon plan. Il était un cadeau du ciel.